la joie d'avoir parmi nous deux anciens ministres, notre député Laurent Catala et Charles Fitterman, qui a également été dans le passé député de la circonscription et qui fut également un des ministres du président Mitterrand. Madame le sénateur, Madame la présidente du tribunal de grande instance de Créteil, Monsieur le sous-préfet, Messieurs les inspecteurs d'éducation nationale, Madame le proviseur du lycée, Messieurs les consuls de Tunisie et d'Algérie, Messieurs les représentants des corps constitués, la gendarmerie, le commissariat de police, les pompiers, le receveur de la poste, le trésorier, le chef de gare. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans les locaux de la nouvelle mairie. Vous avez sans doute remarqué que vous êtes rentrés dans un drapeau bleu, blanc et rouge, et que vous êtes accueillis par des Mariannes. Nous voulons marquer ainsi notre attachement à la République. C'est au début du siècle, le 5 juillet 1903, que fut inaugurée la première mairie, la première maison commune d'Orly, avec le groupe scolaire, le bureau de poste et de télégraphe et une remise pour la pompe à incendie. Orly comptait à l'époque 862 habitants. Certains Orlysiens ont dû trouver l'édifice grand et coûteux pour le village. L'allocution du maire dont nous pouvons lire des extraits dans le registre des délibérations en témoigne. Le maire explique ce jour-là vouloir doter la commune des éléments susceptibles de faciliter son développement sans augmenter les centimes additionnels, c'est-à-dire les impôts locaux. Un demi-siècle après, cette mairie était trop petite pour abriter convenablement les services. Et en 1949, la municipalité, conduite par mon prédécesseur François Boidron, s'installe dans le parc Méliès. La ville compte 6017 habitants. La ville continue de se développer et dans les années 60, elle connaîtra un accroissement démographique sans précédent avec la construction des cités HLM dans la vallée de la Seine. La population d'Orly passe à 30 200 habitants. Les grands ensembles HLM des années 60 ont souffert de leur isolement des villes auxquelles ils appartenaient et par la suite de leur rejet. L'isolement du grand ensemble d'Orly était aggravé par la coupure de la voie de chemin de fer. Notre mérite à Orly est d'avoir eu, dès 1965, le bon réflexe. Nous avons travaillé à l'insertion des cités dans la ville, en installant les équipements nécessaires à la nouvelle ville dans des lieux accessibles pour tous les Orlysiens, ceux du vieil Orly comme ceux des cités. Nous regrettions le développement anarchique de la ville, qui s'était fait sans plan d'urbanisme. Mais nous ne nous sommes pas contentés de regretter, de critiquer les pouvoirs publics, les architectes. Nous avons pris en compte la réalité et nous avons réfléchi à la restructuration de la ville. Cette réflexion nous a conduit à l'élaboration d'un projet urbain que nous avons appelé par la suite « Créer la ville ». Pour créer la ville, il fallait retrouver son unité autour d'un centre-ville. Le quartier du Baclos, où la municipalité François Boidron avait situé la nouvelle mairie en 1962, était au centre géographique de la ville. Nous nous sommes rendus compte, avec Jean et Maria de Roche, nos architectes, que c'était là qu'il fallait recoudre la ville. Mais il y avait la barrière de la voie de chemin de fer. Nous nous sommes donné du temps en décidant de construire tous les équipements nécessaires à la ville avant d'engager la construction de la nouvelle mairie. Ce temps nous a permis de réfléchir à la meilleure façon d'intégrer la voie ferrée dans la ville. Jean et Maria de Roche ont étudié diverses solutions. La construction d'une dalle habitée de bureaux au-dessus des voies ferrées en était une. Mais nous arrivions à un tas de béton qui aurait détruit le site du vieux village d'Orly que nous voulions préserver. Nous avons donc abandonné ce projet, mais nous avons décidé qu'il fallait trouver une solution pour que les services municipaux ne quittent pas complètement le quartier historique. Au départ,
nous pensions remettre en service le passage piéton sous l'ancienne voie de chemin de fer et creuser son prolongement sous l'autre voie de manière à avoir une antenne de la maison commune du côté du quartier historique, dans le Vieil-Orly. C'est en travaillant à ce projet que Jean et Maria ont eu l'idée de la passerelle. Aujourd'hui, cela semble naturel. Nous avons 2 immeubles, la mairie d'un côté, avec la salle du conseil municipal, la salle des mariages, la salle des fêtes et les bureaux du maire et des adjoints. J'ai envie de dire qu'ils reviennent ainsi au centre ancien, dans le village ancien, qu'ils avaient quitté en 1949 en allant dans le parc Méliès. Et de l'autre côté, nous avons le centre administratif et le centre technique. Un passage souterrain et une passerelle font oublier la coupure de la ville en 2 par la voie ferrée. C'est simple, très simple, il fallait y penser. Mais pour y penser, il fallait avoir un projet, créer la ville, une idée forte, intégrer les cités dans la ville. Nous avions ce projet, nous avions cette idée. Je félicite Jean et Maria de Roche, qui ont été la cheville ouvrière de ce challenge complètement réussi. Je les félicite pour leur qualité, pour leur courage et pour leur persévérance, parce qu'il en faut beaucoup aux architectes. Je les remercie pour leur dévouement à la ville et leur sollicitude à l'égard du maire et des adjoints. Je suis en admiration. Je le suis d'autant plus que je viens de vivre l'installation des services. Il fallait voir la satisfaction des personnels de la commune, se retrouvant dans un espace agréable, clair, alors que pour un certain nombre, ils travaillaient dans des conditions proches de l'insalubrité. J'ai vu aussi les Orlysiens heureux d'avoir enfin à leur portée tous les services municipaux rassemblés. J'ai participé aux études, j'ai étudié les plans, j'ai vu les maquettes, mais j'ai découvert, au fil de mes visites de chantier, la qualité de l'œuvre qui était en préparation. J'ai déjà dit à Jean et à Maria de Roche et à leur équipe que la réalité était mieux que les plans, mieux que les maquettes. Mais j'ai de l'admiration pour les architectes de la banlieue, parce que la banlieue, c'est l'avenir de Paris. Mon admiration pour les architectes n'a d'égal que celle qui est la mienne pour les constructeurs. Essayez de vous souvenir, il y a 2 ans, ici, il n'y avait rien. Des hommes, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers de tous les corps de métier du bâtiment, parmi lesquels, soit dit en passant, un grand nombre d'ouvriers d'origine étrangère sont arrivés et ont construit chacun à leur créneau l'œuvre que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Organiser le chantier, organiser le travail, prévoir les matériaux à temps, les recevoir, les mettre en œuvre. J'ai vu cela presque au jour le jour. C'était comme une machine qui avançait sûre d'elle, tranquillement. Cette machine, ce sont les hommes de la SAEP et de toutes les entreprises sous-traitantes. J'aime les chantiers. J'ai suivi depuis 30 ans les chantiers de construction de tous les équipements de la ville. Mais ce chantier-là occupera une place à part dans mon cœur. Peut-être parce qu'il est arrivé dans le prolongement de tous les autres. Je salue les représentants de la SAEP, son président, M. Roverato, qui était directeur de l'office HLM du Val-de-Marne lorsque j'étais président du Conseil général. C'est avec lui que nous avons engagé, à l'époque, la reconstruction de la cité des Tilleuls, il y a 30 ans. C'est avec lui que j'ai fait ma première expérience de montage et de réalisation d'un projet de construction qui a ouvert, sans que nous le sachions à l'époque, le grand chantier de la réhabilitation des cités. Il m'a beaucoup appris et je lui en suis reconnaissant. Je salue le directeur de l'entreprise, M. Mercier, les chefs de chantier, M. Labrousse, Dabé, M. Barbosa, sans oublier M. Dao, qui a fait plus de la moitié du chemin avec eux. Je regrette de ne pouvoir les citer tous, mais j'ai une pensée pour tous. Je revois leurs visages. J'ai vécu de grands moments avec ce chantier. Je me souviens particulièrement de la nuit, de la longue nuit, avec la pose du dernier tronçon de la passerelle. Le lundi 21 juillet, la mise en place du premier tronçon avait permis de faire un premier essai, en présence d'ailleurs de M. le préfet du Val-de-Marne. Mais dans la nuit du 23 juillet, il fallait réaliser la transformation. Une grue de 350 tonnes
pour soulever à plus de 20 mètres au-dessus des caténaires un tube de 35 tonnes. L'exploit devait être impérativement réalisé sans aucune faute. Il a été réalisé sans aucune faute. Nous avons apprécié, là, la maîtrise des personnels de l'entreprise Monticelli. Cette nuit-là, en voyant la deuxième passerelle venir se marier à la première, j'avais l'impression de voir les nouveaux quartiers d'Orly venir s'ancrer à la ville à laquelle ils appartiennent, mais à laquelle ils tournaient le dos au moment de leur construction. C'est en cela que le moment était émouvant. Et aujourd'hui, quel que soit le quartier que l'on habite, que l'on soit du vieil Orly ou des cités, en levant les yeux, on voit la maison commune. Comme dans les villes du Nord, on voit le beffroi. Au seuil du siècle que nous venons de vivre, en 1903, les équipes municipales de l'époque avaient créé les conditions du développement du village, en construisant sur la place de l'église du XIe siècle la première mairie. À la veille du prochain siècle et du troisième millénaire, nous avons inscrit notre action dans le prolongement de celle de nos anciens, en structurant la nouvelle ville, en intégrant les nouveaux quartiers de la ville et en créant les conditions pour de nouveaux progrès. J'ai une pensée reconnaissante pour tous ceux qui nous ont aidés et nous ont fait confiance. Excusez-moi. Mais la qualité de la ville ne suffit pas au bonheur des citoyens, même si elle y contribue. Orly reste la ville où 68% de la population vit en HLM, ce qui fait une ville ouvrière qui connaît le chômage et son cortège de mal-vivre. C'est la ville du Val-de-Marne qui compte le plus grand nombre de familles exonérées de l'impôt sur le revenu parce qu'elles n'ont pas de revenus. L'année 1996 a été celle des promesses non tenues. Nous attendions des actes, nous avons eu des paroles parfois contradictoires venant de la même voix. Au cours du même mois, le mois de décembre, les Français ont été dénoncés par le président de la France pour leur conservatisme avant d'être loués quelques jours après pour leur dynamisme. Pendant ce temps, à Orly, nous avons essayé de prendre des mesures pour limiter les conséquences pour les Orlysiens d'une politique que nous ne maîtrisons pas. Près d'un quart de notre budget est consacré aux dépenses sociales, à l'aide aux familles en difficulté dans tous les domaines. Mais la solidarité à l'égard des chômeurs ne suffit pas. Ce que veulent les chômeurs, ce qu'ils attendent, les jeunes en particulier, c'est du travail, pour être membres à part entière de la société. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être au chômeur, de se sentir rejeté, humilié, inutile. Après la grève des camionneurs, une revendication a commencé à monter, celle de la diminution de l'âge de la retraite. La diminution de l'âge du départ à la retraite, comme la diminution du temps de travail, devrait permettre de créer des emplois. Cette revendication a tout de suite rencontré une forte opposition dans les états-majors politiques. On a essayé et on essaie encore de faire peur aux retraités, sous prétexte que si le nombre d'actifs diminue, on ne pourra plus faire face au paiement de leur retraite. Mais le nombre d'actifs diminue chaque jour avec les fermetures d'entreprises et l'augmentation du chômage. Les chômeurs coûtent cher au budget de la nation. Ne vaudrait-il pas mieux payer des retraites pour permettre à des jeunes de travailler plutôt que d'indemniser des jeunes au chômage avant d'avoir travaillé? Nous venons de vivre le premier anniversaire de la mort de François Mitterrand. Cet événement a donné lieu à des commentaires plus ou moins éloquents, plus ou moins détestables, plus ou moins abjects. Pour ma part, ce que je retiens de son élection le 10 mai 1981, ce sont les réformes tant attendues qui sont devenues réalité. Et justement, la diminution de l'âge de départ à la retraite. La retraite fixée à 60 ans. Les 39 heures, le statut des fonctionnaires territoriaux, l'augmentation des prestations sociales, la nationalisation des grands groupes financiers, l'impôt sur la fortune. Un train de réforme unique dans une période de triomphe dans le monde de l'ultralibéralisme. Mais François Mitterrand, au moment de quitter l'Élysée, avouera, je pense, être resté très en dessous de mes ambitions. On dit qu'il s'est heurté aux réalités.
La France est un pays riche. C'est ça c'est une réalité. Un pays qui n'a jamais produit autant de richesses qu'aujourd'hui. C'est ça aussi la réalité. Alors pourquoi y a-t-il de plus en plus de pauvres dans ce pays riche? Ce sont les spéculateurs qui accaparent les richesses produites par d'autres. Voilà la réalité à laquelle il faudra bien s'attaquer un jour pour réduire, non pas dans les paroles mais dans les actes, ce qu'on appelle maintenant la fracture sociale. La municipalité d'Orly, fidèle à ses engagements, sera toujours aux côtés de ceux qui font le choix de l'action pour une répartition juste et équilibrée des richesses du pays. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais saluer, Madame le Sénateur, bien sûr, mes collègues députés, les représentants des corps constitués que j'ai cités, la gendarmerie, Madame la Présidente du tribunal, et je salue les inspecteurs, Mesdames les principales des collèges, etc. Et je veux saluer les chefs des services municipaux qui ont beaucoup contribué à cette réalisation et à la préparation de cette soirée, les fournisseurs de la commune, les commerçants, les présidents et les animateurs des nombreuses associations de la ville. C'est une ville, Orly, où il y a une vie associative intense, mes adjoints et tous mes collègues du conseil municipal. Nous avons commencé au mois de juin 1995, il y a peu donc, une nouvelle aventure. Nous sommes à une étape importante, dès aujourd'hui, un peu plus d'1 an après de cette aventure. Nous la conduirons avec esprit de responsabilité et confiance dans l'avenir d'Orly jusqu'en 2001. C'est en leur nom et c'est au nom du conseil municipal tout entier que je vous souhaite une bonne et heureuse année. Mesdames et messieurs, vous avez sans doute observé d'un premier coup d'œil dans cette salle que c'est comme là-bas. Là-bas à l'Orangerie. L'architecture y ressemble, mais c'est aussi comme là-bas parce que nous vous accueillons avec les couleurs et les produits de nos villes sœurs. Pointe-à-Pitre, bien sûr, et comme d'habitude, à une place de choix, avec ses ponches et ses acras, parce que nous l'aimons beaucoup, la Guadeloupe. Cline, la ville russe, à laquelle nous sommes très attachés et fiers que notre jumelage ait traversé les épreuves et les changements de ce pays sans encombre, on pourrait même dire en se consolidant. Et puis, il y a Campi-Bisanzio, la ville sœur de Toscane. Certains d'entre vous ont remarqué qu'avant le départ de la grue du chantier, nous avons planté dans un patio du dernier étage un arbre. Et nous avons choisi un olivier. Vous remarquerez aussi que le stand italien qui est à côté est décoré d'un olivier chargé de fruits apportés par notre chef jardinier. Cet hommage à l'olivier, c'est l'hommage à l'arbre symbole de gloire et de paix de l'Antiquité. Mais pour nous, à Orly, cette année, c'est un clin d'œil à nos amis italiens qui ont remporté la victoire aux dernières élections avec la coalition de l'Olivier, de tous les partis de gauche, grands et petits. Romano Prodi, qui conduisait cette coalition, est aujourd'hui Premier ministre d'Italie. Nous souhaitons à nos amis italiens, avec la coalition de l'Olivier, la paix. Et maintenant, je vous souhaite une bonne soirée.